La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, ce projet de loi de constitutionnalisation du droit à l'avortement, c'est le fruit de longues luttes féministes, de luttes qui devront évidemment se poursuivre. Je veux dire pour commencer que c'est un honneur aujourd'hui de prononcer cette intervention pour mon groupe en faveur de cette constitutionnalisation. J'ai une pensée pour toutes les femmes qui, dans les collectifs, les associations, ont mené cette lutte acharnée qui nous mène ici aujourd'hui. J'adresse aussi mes remerciements amicaux aux parlementaires qui ont œuvré à porter cette revendication entre les murs de cette Assemblée. Je pense notamment à Mathilde Panot, à Alban Gaillot, à Marie-Noëlle Baptistène, à Erwan Balanant, à Marie-Charlotte Garin ou encore à Mélanie Vogel ou Guillaume Gouffier-Valente. Enfin, en ce jour, je veux envoyer toute ma solidarité, mon soutien aux femmes qui défendent ce droit à travers le monde et qui subissent à cause de cela harcèlement, stigmatisation, violences physiques et procès. Cette loi, je le crois, n'est pas vaine ou cosmétique. Elle est profondément politique, car nos corps sont politiques et le corps des femmes en particulier, tant ils sont scrutés, réglementés avec un pouvoir de contrôle. Cette loi, elle est donc politique et utile à l'heure notamment de la montée en puissance de fascisme à l'échelle européenne. C'est un droit bafoué dans de nombreux pays, mais également chez nos voisins européens. D'autres l'ont dit. La Pologne a adopté une interdiction quasi totale de l'avortement en octobre 2021. La Hongrie propose quant à elle une loi qui obligera les femmes à écouter les battements de cœur de leur fœtus avant de subir une interruption de grossesse. En matière de droits des femmes, l'extrême droite a une constante, celle de combattre et de mépriser toutes celles qui défendent ces droits. Il n'y a pas si longtemps, Marine Le Pen parlait encore d'IVG de confort, n'hésitant pas à dire « Écoutez bien, je refuse que des femmes se fassent avorter à plusieurs reprises, quand d'autres, au même moment, doivent renoncer aux soins faute de moyens ». À l'Assemblée nationale comme au Parlement européen, les élus de son parti se sont opposés quasiment unanimement et systématiquement aux textes qui promeuvent l'égalité entre les femmes et les hommes. Que ce soit pour l'égalité salariale, l'accès à la contraception, la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences de genre ou la promotion de la parité. Éric Zemmour a fait du combat contre le féminisme un combat contre la dévirilisation de l'Occident et contre le grand remplacement. L'extrême droite est bien un danger pour les droits des femmes. Aussi, à ceux qui souhaitent classer le droit à l'IVG au rang de droit sociétal, nous leur répondons que la liberté à disposer de son corps et les droits sexuels et reproductifs sont des droits fondamentaux à part entière et ont à ce titre toute leur place dans la Constitution. Le droit à disposer de son corps est un droit fondamental et essentiel à la liberté individuelle. Il est donc une condition indispensable à l'existence de toutes les autres libertés. C'est aussi, je le crois, une manière de se prémunir de ces politiques natalistes qui font du ventre des femmes une variable d'ajustement démographique au mépris de ces droits fondamentaux. Il faut le rappeler, le droit à avorter, c'est une question de vie ou de mort. Selon l'OMS, encore 47 000 femmes par an dans le monde meurent d'un avortement clandestin, soit une femme toutes les 9 minutes. Mes chers collègues, messieurs, les femmes qui veulent avorter avortent. C'est le cas depuis la nuit des temps. Et lorsqu'elles n'ont pas ce droit, elles trouvent tous les moyens possibles pour mettre fin à cette grossesse, quitte à mettre leur propre vie en péril, en s'enfonçant une aiguille, de l'eau savonneuse ou persil dans l'utérus, en se mutilant le ventre, en ingérant de l'acide. Ce projet de loi est donc attendu de longue date, à la fois par les associations, mais aussi par celles et ceux qui souhaitent s'assurer de la protection absolue de ce droit, notamment depuis l'annulation de l'arrêt Roe contre Wade par la Cour suprême américaine, qui a eu une résonance internationale. Dans certains pays, tels que le Kenya, le Nigeria, l'Éthiopie ou l'Inde, des mouvements anti-avortement ont saisi cette opportunité pour parvenir à l'arrêt de processus législatifs progressistes en faveur des droits sexuels et reproductifs. En fait,
les régressions comme les conquêtes ont une résonance mondiale. En France, ce séisme outre-Atlantique a réouvert le débat autour de la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Je veux rappeler que selon un sondage pour la Fondation des femmes et le planning familial de février 2021, 93% des Français se disent attachés au droit à l'avortement. Et que selon un sondage de la Fondation Jean Jaurès, 81% des Français sont favorables à la constitutionnalisation de l'IVG. Pourtant, cela ne nuit pas à la vigueur des associations anti-avortement abreuvées de financements opaques. Selon un rapport de 2021 du Forum parlementaire européen pour les droits sexuels et reproductifs, entre 2009 et 2018, près de 707 millions de dollars ont été reversés au mouvement anti-droits des femmes et anti-avortement en Europe. La France fait partie des cibles prioritaires de ces mouvements. Ces associations se paient des campagnes régulières et d'ampleur. Manifestations anti-IVG, diffusion de fausses informations auprès des femmes sur Internet, mobilisation des élus conservateurs. Les anti-IVG redoublent d'idées pour empêcher les femmes d'avorter. Je pense notamment, et vous l'avez vu, à la campagne coordonnée d'autocollants apposés sur des vélos à Paris en imitant parfaitement la charte graphique des Vélib afin de créer le doute chez les usagers. Les réseaux sociaux sont également devenus un lieu privilégié pour ces campagnes. Le jeune public y est une cible de choix. À titre d'exemple, selon un rapport de la Fondation des femmes et de l'ISD en 2024 sur Instagram, 1/5 des vidéos les plus recommandées sur l'avortement sur Instagram contiennent des fausses informations, des contenus promouvant des styles de vie appelés femmes au foyer et des contenus de santé alternative comme des fausses informations sur la pilule contraceptive par exemple. Je vous le dis tel quel, nous allons voter avec détermination évidemment ce texte, même si nous pensons que la rédaction actuelle est améliorable. Nous regrettons en premier lieu l'absence de mention du droit à la contraception, tant nous savons qu'il va de pair avec ce droit à l'avortement. Dans le monde, 225 millions de femmes qui souhaiteraient différer ou éviter une grossesse n'ont pas accès à une contraception sûre et efficace. Et on sait que c'est également une arme de choix des anti-IVG pour s'attaquer au ventre des femmes. La présence du terme « garantir » va dans le bon sens. Cela sous-entend, je le crois, que l'État doit mettre en œuvre les mesures nécessaires pour la bonne application de ce droit. Néanmoins, en l'état actuel de la rédaction, si le droit à l'IVG ne peut être supprimé, des conditions peuvent être ajoutées pour le meilleur comme pour le pire. C'est ainsi que nous avons proposé par voie d'amendement la formulation retenue lors du travail parlementaire transpartisan mené à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, disons-le, le droit à l'IVG est également en danger à cause des restrictions de personnel dans les hôpitaux publics et des suppressions de centres d'orthogénie. 130 centres IVG ont été fermés ces 15 dernières années et d'autres sont menacés. Les personnes en situation de pauvreté, de migration, d'exclusion et les personnes mineures en sont les premières victimes. Oui, il y a bien une question de classe, Madame Berger, sur cette question. Et lors du procès de Bobigny, Gisèle Halimi nous avertissait ainsi. C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. Le droit à l'IVG existe aujourd'hui, mais le manque de moyens en fait un droit moins accessible pour les plus précaires. Nous l'avons constaté pendant la crise du Covid, mais cela perdure. Les associations l'affirment, dans certains territoires, certaines semaines, il n'y a aucune opportunité de faire des avortements, soit du fait de la démographie des professionnels, soit durant les périodes estivales. Il apparaît donc que la constitutionnalisation du droit à l'IVG nous oblige et vous oblige à prendre en compte une nécessaire mise de moyens. Je veux pour finir m'adresser aux collègues du Sénat. Ici, à l'Assemblée, nous avons d'abord procédé avec un travail transpartisan qui a amené chacun et chacune à des compromis. Puis aujourd'hui, après le travail du Sénat, nous faisons de nouveau compromis pour permettre la constitutionnalisation de l'IVG. Je veux donc dire et rappeler aux sénateurs et sénatrices qu'eux aussi doivent faire preuve et œuvre de compromis pour que nous y arrivions. Vous l'aurez compris, nous pensons que ce texte est perfectible et nous savons qu'en matière de droits des femmes et de conquête, il y a toujours beaucoup de luttes à mener. Mais mes chers collègues, j'espère vraiment que très vite, nous pourrons dédier cette conquête historique à toutes celles qui se sont battues
et se battent encore à travers le monde pour le droit à l'IVG et à la contraception. Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à Madame